Je regarde par les fenêtres embuées de la cuisine, tandis que la pluie fine d'octobre tombe sur les vignobles de Provence. Les vignes s'étendent à perte de vue, chargées de raisins mûrs, qui brillent comme des joyaux mouillés sous la lumière diffuse de la fin d'après-midi. Cette propriété représente 3 générations de travail acharné de ma famille. Chaque rangée plantée avec amour et dévouement par mon grand-père, puis par mon père, et enfin par moi et mon cher Henri, décédé il y a 2 ans. L'arôme doux des vendanges flotte dans l'air humide, se mêlant à l'odeur de terre mouillée qui m'apaise toujours. J'essuie mes mains sur le tablier brodé qu'Henri m'a offert pour notre 20e anniversaire de mariage, sentant le poids des souvenirs que chaque recoin de cette maison porte. Même avec la solitude qui parfois me consume, je n'ai jamais cessé d'être reconnaissante de prendre soin de ce petit coin de paradis français que ma famille a construit avec tant de tendresse. Élodie entre dans la cuisine avec ce sourire dont j'ai appris à me méfier, ses talons hauts claquant sur le sol en pierre, comme un rythme irritant. Elle a épousé mon fils Philippe il y a 5 ans, apportant avec elle une élégance parisienne qui détonne complètement avec notre mode de vie rural et simple. Je l'observe tandis qu'elle examine chaque détail de la cuisine avec des yeux calculateurs, passant ses doigts sur les vieilles étagères en chêne où je garde mes bocaux de confiture maison. Ses ongles parfaitement vernis contrastent brutalement avec mes mains calleuses par le travail de la terre. Philippe est dans le bureau, s'occupant des affaires de la récolte, ignorant les tensions qui montent entre sa femme et sa mère. Élodie s'approche de la fenêtre et contemple les vignobles avec une expression que je n'arrive pas à déchiffrer complètement, mais qui m'inquiète. Il y a quelque chose dans son regard qui me fait douter de ses véritables intentions concernant notre patrimoine familial. Un jour, tout cela sera à moi, déclare-t-elle soudainement, levant un verre de notre meilleure côte du Rhône en riant d'une façon qui me glace le sang. Ces mots résonnent dans la cuisine silencieuse, comme un coup de tonnerre lointain, chargé d'une ambition que je n'avais jamais perçue aussi clairement auparavant. Le ton apparemment plaisant ne parvient pas à masquer le sérieux derrière ces paroles, et je sens mon cœur s'accélérer face à cette révélation inattendue. Pendant toutes ces années, j'ai cru qu'elle ne s'adaptait simplement pas à la vie à la campagne. Mais maintenant, je réalise que ses yeux ont toujours été fixés sur l'héritage que représente cet endroit. J'avale ma salive, essayant de garder mon calme, tandis que je digère l'impact de sa déclaration. Le verre dans sa main semble se moquer de moi, reflétant la lumière dorée du crépuscule qui filtre par la fenêtre. Je n'aurais jamais imaginé qu'un moment apparemment anodin puisse révéler des intentions aussi calculatrices concernant le legs qu'Henri et moi avons construit avec tant d'amour. Les jours suivants passent pas comme une brume dense et inconfortable, Élodie faisant des commentaires de plus en plus directs sur la modernisation de la propriété et la meilleure exploitation du potentiel économique de la terre. J'observe mon fils Philippe être progressivement influencé par les idées ambitieuses de sa femme, le voyant remettre en question des traditions familiales qu'il a toujours respectées. Pendant les dîners, elle parle de vendre des parties du terrain à des investisseurs, de transformer la maison en un hôtel de charme, ou même de tout vendre pour retourner vivre à Paris. Chaque suggestion est comme un coup de poignard dans mon cœur, détruisant lentement tout ce que je considère sacré de notre histoire familiale. Les feuilles des vignes commencent à jaunir sous le vent froid qui descend des Alpes, et je sens qu'un changement inévitable approche comme une tempête à l'horizon. Je dois prendre une décision avant qu'il ne soit trop tard pour protéger le véritable esprit de cet endroit que j'aime tant. Dans la fraîcheur de l'aube d'un jeudi de novembre, je descends à la cave, où Henri et moi avions l'habitude de goûter les vins avant de dormir. L'arôme boisé des fûts de chêne m'enveloppe comme une étreinte familière, apportant de doux souvenirs de nuits partagées à planifier chaque récolte. Entre les ombres dansantes projetées par la vieille lampe à pétrole, je prends la décision la plus difficile et la plus libératrice de ma vie. Faire don de tout le vignoble à l'orphelinat local d'Avignon.
Les enfants qu'Henri et moi avons toujours aidés pendant les vendanges méritent une réelle chance de construire leur propre vie, et notre terre peut leur offrir cela. Le lendemain matin, je signe les papiers chez le notaire avec des mains tremblantes mais déterminées, sentant le poids de décennies de tradition être transféré à des mains qui sauront honorer la véritable valeur de cette propriété. Quand Élodie découvre ma décision, son visage se tord dans une expression de fureur et d'incrédulité qui confirme tous mes soupçons sur ses véritables intentions. 6 mois plus tard, j'observe par les fenêtres de la petite maison que j'ai gardée pour moi, tandis que de jeunes orphelins travaillent joyeusement parmi les vignes qui leur appartiennent désormais. Leur rire résonne dans la propriété comme une musique céleste, remplissant chaque recoin d'une vie nouvelle et authentique qu'Élodie n'aurait jamais pu offrir. Philippe peine encore à comprendre ma décision, partagée entre la loyauté envers sa femme et le respect de la mémoire de son père. Mais je sais qu'un jour, il comprendra que j'ai fait le bon choix. L'orphelinat a transformé une partie de la propriété en école de viticulture, enseignant à ses enfants non seulement un métier, mais aussi la valeur du travail honnête et de l'amour de la terre. Élodie nous rend rarement visite maintenant. Son rêve de richesse s'étant effondré comme des feuilles sèches, emportées par le vent d'automne. Je trouve la paix en sachant qu'Henri serait fier de voir notre héritage servir un but plus grand, nourrissant de jeunes vies, au lieu de nourrir des ambitions vides qui auraient à jamais entaché la pureté de ce que nous avons construit ensemble. Le matin de décembre est arrivé avec le brouillard typique qui recouvre les champs de Provence, créant un manteau blanc et silencieux sur les vignes endormies. Je marche lentement dans le petit jardin à côté de ma nouvelle maison, une modeste construction en pierre qui se trouve à la limite de la propriété qui fut un jour la mienne. L'air glacial me brûle les poumons, tandis que j'observe les empreintes des jeunes travailleurs sur la terre humide. Des marques qui me rappellent constamment la nouvelle vie qui pulse à travers cette terre ancestrale. Pour la première fois depuis des mois, je dors paisiblement, sans me soucier des regards convoiteurs d'Élodie ou de ses commentaires venimeux sur l'avenir de la propriété. La fumée qui s'échappe de la cheminée de l'orphelinat me réchauffe le cœur, plus que n'importe quelle cheminée ne pourrait le faire. Henri disait toujours que la terre choisit ses véritables propriétaires, et maintenant, je vois qu'il avait raison. Ses enfants appartiennent à cet endroit d'une manière qu'Élodie n'a jamais appartenu, avec leurs mains salies par un travail honnête et leur cœur rempli d'une gratitude authentique. Le son des rires d'enfants rompt le silence matinal, et mon cœur se remplit d'une joie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Par la fenêtre de la cuisine, j'observe un groupe d'adolescents apprendre à tailler les vignes sous la direction de Monsieur Dubois, le nouveau superviseur que l'orphelinat a engagé. Ces techniques sont différentes de celles qu'Henri m'a enseignées, plus modernes et scientifiques, mais je vois le même amour de la terre briller dans leurs yeux. Une jeune fille aux cheveux bouclés, qui ne doit pas avoir plus de 14 ans, tient un sécateur avec le soin de celui qui manipule une relique précieuse. Elle me rappelle moi-même quand j'étais jeune, apprenant les secrets de la viticulture avec mon père, entre ces mêmes rangées. Je prépare un café fort dans la cafetière italienne que j'ai apportée de la grande maison, sentant l'arôme familier me transporter vers des matins passés, où Henri et moi planifions chaque jour de travail. Le passé et le présent se mêlent harmonieusement, créant une continuité qu'Élodie n'aurait jamais pu comprendre. Philippe apparaît à ma porte au milieu de l'après-midi, le visage fatigué et les épaules courbées par le poids de décisions difficiles. Il tient à la main une bouteille de notre vin le plus ancien, un millésime de 1998 qu'Henri gardait pour les occasions spéciales. Ses yeux évitent les miens, tandis qu'il s'assied dans le rocking chair de la véranda, celui-là même où son père avait l'habitude de se reposer après de longues journées de travail. Le silence entre nous est lourd, chargé de mots tus et de rancœurs mal résolues qui ont poussé comme des mauvaises herbes depuis ma décision. Je perçois qu'il lutte intérieurement entre l'amour filial et la pression conjugale, une bataille que je connais bien pour avoir vécu des conflits similaires lorsque j'ai épousé Henri. Maman.
murmure-t-il finalement, sa voix se brisant comme celle d'un enfant perdu. J'étends ma main et touche son visage barbu, sentant les larmes qu'il essaie de retenir. En ce moment, je ne suis plus la propriétaire qui a renoncé à son héritage, mais simplement une mère qui aime inconditionnellement son fils, quelles que soient les décisions qu'il prenne. Elle veut le divorce, avoue Philippe d'une voix étranglée, ses mots flottant dans l'air froid comme de la vapeur. La révélation ne me surprend pas complètement, mais je ressens néanmoins un serrement au cœur de voir mon fils souffrir. Élodie a toujours été une femme qui calculait chacun de ses mouvements, et la perte de l'héritage a certainement changé tous ses projets d'avenir. J'observe les larmes couler sur le visage de mon fils, tandis qu'il raconte les disputes constantes, les accusations amères et les silences glacials qui ont dominé sa maison ces derniers mois. Elle dit que j'ai ruiné sa vie, que je n'aurais jamais dû épouser un paysan, continue-t-il, chaque mot sortant comme un soupir douloureux. J'embrasse mon fils adulte comme je le faisais quand il était petit, et qu'il se blessait en jouant parmi les vignes. Ses sanglots résonnent sur la véranda vide, se mêlant au son lointain des jeunes, travaillant sur la propriété. En ce moment douloureux, je réalise que ma décision a non seulement sauvé l'héritage familial, mais a aussi libéré mon fils d'une prison dorée qui aurait pu détruire son âme. Les semaines passent, et Philippe commence à me rendre visite quotidiennement, trouvant refuge dans la simplicité de ma nouvelle vie, loin des pressions et des ambitions qui ont dominé sa maison pendant si longtemps. Nous travaillons ensemble dans le petit jardin où je cultive des herbes et des légumes, nos mains se salissant de la même terre qui a nourri notre famille pendant des générations. Il me raconte les souvenirs d'enfance, quand il courait pieds nus parmi les vignes et aidait Henri à cueillir les raisins pendant les vendanges. Ces mots portent une douce nostalgie qui avait disparu pendant les années de mariage avec Élodie, comme s'il redécouvrait qu'il est vraiment loin des attentes des autres. J'observe mon fils renouer avec la terre, voyant ses épaules se détendre progressivement chaque jour qui passe. Le divorce se déroule de manière amère et compliquée, Élodie essayant de revendiquer des droits sur des propriétés qui n'existent plus. Mais Philippe affronte chaque audience avec une sérénité qu'il ne montrait plus depuis des années. Je sais qu'Henri serait fier de voir notre fils choisir l'authenticité plutôt que la commodité. Le printemps arrive avec une explosion de couleurs et de vie nouvelle, transformant les champs en un tapis vert parsemé de fleurs jaunes qui éclosent parmi les jeunes vignes. L'orphelinat a organisé une fête pour célébrer la première année de gestion de la propriété et j'observe de loin des enfants de tous âges courir librement sur la terre qui leur appartient désormais. Leurs cris de joie résonnent à travers les champs comme des cloches d'église, créant une symphonie de bonheur que je n'ai jamais entendue quand Élodie vivait ici. Philippe travaille à mes côtés dans le jardin, ses mains calleuses tenant les plants de tomates que nous planterons pour l'été. Il sourit sincèrement pour la première fois depuis des années, libéré du poids des attentes qui l'avaient presque écrasé. Le soleil de Provence réchauffe nos visages, tandis que nous contemplons l'avenir qui se dessine devant nous, simple mais authentique. Je sais que j'ai fait le bon choix en protégeant cette terre des griffes de l'ambition, garantissant qu'elle continue de nourrir des vies et des rêves pour de nombreuses générations futures. Le véritable héritage n'est pas dans les possessions que nous laissons, mais dans l'amour que nous plantons. L'été a apporté une abondance que nous n'avions pas vue depuis longtemps sur la propriété. Les enfants de l'orphelinat travaillant inlassablement pour assurer la meilleure récolte possible. J'observe par la fenêtre de ma cuisine, tandis qu'ils apprennent des techniques ancestrales de culture qu'Henri m'a enseignées il y a des décennies. Leurs jeunes voix emplissant l'air de chants traditionnels provençaux qui avaient presque été oubliés. Marie-Claire, la directrice de l'orphelinat, me rend régulièrement visite pour partager des histoires sur les progrès de chaque enfant, et ses yeux brillent à moitié de fierté lorsqu'elle décrit comment certains adolescents montrent déjà un talent exceptionnel pour la viticulture. Philippe a trouvé sa place en tant que mentor bénévole, enseignant aux plus âgés le côté commercial du commerce du vin, partageant des connaissances qu'Élodie considérait dépassées.
La transformation de mon fils est remarquable. Ses gestes ont retrouvé la naturalité perdue, et son rire résonne à nouveau dans les champs comme autrefois. Cette propriété a toujours été un lieu de croissance, mais elle fleurit maintenant, avec une vitalité qui transcende les générations. Par un après-midi de juillet particulièrement chaud, je reçois une visite inattendue qui me laisse momentanément sans voix. Élodie est debout à mon portail, vêtue d'un élégant ensemble de lin blanc, qui contraste brutalement avec la simplicité rurale qui nous entoure. Ses cheveux sont parfaitement coiffés malgré la chaleur, et ses ongles sont toujours impeccablement vernis. Mais il y a quelque chose de différent dans son regard. L'arrogance caractéristique a été remplacée par une vulnérabilité que je n'avais jamais vue auparavant, comme si les derniers mois avaient brisé une barrière interne qu'elle maintenait soigneusement construite. Je l'invite à entrer, lui offrant une limonade glacée que je prépare avec des citrons de mon petit jardin. Le silence entre nous est dense, chargé de ressentiments mutuels et de mots amers qui ont été échangés pendant le processus de divorce. Elle regarde autour de mon modeste salon, ses yeux enregistrant chaque détail simple avec une expression que je n'arrive pas à interpréter complètement. J'attends patiemment qu'elle trouve le courage de parler. « Je suis venue m'excuser », murmure-t-elle finalement, ses mots sortant comme un filet de voix presque inaudible. La confession me prend complètement au dépourvu, et j'observe tandis que de véritables larmes commencent à couler sur son visage, soigneusement maquillé. Elle raconte les mois solitaires à Paris, vivant dans un petit appartement et affrontant la réalité d'une vie qu'elle avait construite sur des attentes matérielles qui se sont effondrées comme un château de cartes. Je n'ai jamais compris ce que cette terre signifiait vraiment, continue-t-elle, désignant les fenêtres où l'on voit les champs verdoyants. Sa voix tremble lorsqu'elle admet qu'elle a toujours vu la propriété comme un simple actif financier, incapable de comprendre la valeur émotionnelle et historique qu'elle représentait pour notre famille. J'écoute en silence, reconnaissant dans sa douleur un écho de mes propres luttes internes lorsque j'ai dû choisir entre préserver les traditions et céder aux pressions extérieures. Pour la première fois, je vois Élodie non pas comme une antagoniste, mais comme une personne perdue, essayant de trouver sa place dans le monde. Les jours suivants, Élodie surprend tout le monde, en commençant à apparaître régulièrement sur la propriété, au début se contentant d'observer les activités des enfants, à distance. Marie-Claire me raconte qu'elle a offert ses services bénévolement, utilisant ses compétences administratives pour aider avec la bureaucratie et la documentation nécessaire au bon fonctionnement de l'orphelinat. J'observe avec une fascination croissante son interaction avec les jeunes, sa posture se relaxant progressivement à mesure qu'elle s'adapte au rythme plus lent et naturel de la vie rurale. Un matin, je la trouve dans la cuisine principale, aidant à préparer le déjeuner pour 50 enfants, ses mains délicates, apprenant à pétrir le pain avec la même dévotion qu'elle appliquait auparavant à des manucures coûteuses. Philippe est visiblement déconcerté par ce changement chez son ex-femme, mais je reconnais en elle l'éveil de quelque chose d'authentique qui avait été étouffé par des années d'ambition superficielle. Henri a toujours cru que la terre avait le pouvoir de transformer les gens, et maintenant je suis témoin de cette magie sous mes yeux. Peut-être qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir qui nous sommes vraiment. L'automne arrive avec sa palette dorée familière, et pour la première fois depuis des décennies, je me permets de rêver à ce que l'avenir peut réserver. Les enfants de l'orphelinat ont organisé une fête des vendanges, qui rassemble toute la communauté locale, transformant notre propriété en un centre de célébration et d'union, comme elle ne l'avait jamais été auparavant. Philippe et Élodie travaillent côte à côte pour la première fois depuis des années, non pas comme mari et femme, mais comme deux personnes ayant trouvé un but commun plus grand que leurs différences personnelles. Je les observe de loin, tandis qu'ils coordonnent les activités pour les enfants, leurs mouvements synchronisés par une harmonie qui transcende le romantisme et se fonde sur le respect mutuel et des objectifs partagés. Marie-Claire me confie que plusieurs familles de la région ont exprimé leur intérêt à adopter certains des adolescents plus âgés, leur offrant des opportunités de continuer
à apprendre la viticulture dans des propriétés familiales. La propriété qui fut autrefois isolée dans sa grandeur pulse maintenant comme le cœur d'une communauté renouvelée. Henri aurait été rayonnant de voir comment notre décision de tout donner a entraîné des bénédictions qui se sont multipliées au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer. Lorsque décembre revient avec ses vents froids et ses promesses d'une nouvelle année, je suis assise sur la véranda de ma petite maison, contemplant tout ce qui s'est passé depuis ce terrible après-midi où Élodie a déclaré ses ambitions. Les vignes dorment paisiblement sous le gel matinal, se préparant à un autre cycle de croissance et de renouveau qui reflète parfaitement les transformations humaines dont j'ai été témoin. Philippe a non seulement trouvé la paix intérieure, mais il a aussi découvert sa vocation d'éducateur, prévoyant d'ouvrir une école de viticulture qui utilisera notre propriété comme campus principal. Élodie s'est définitivement installée dans la région, achetant une petite maison dans le village où elle travaille comme consultante administrative pour les coopératives agricoles locales. Nos chemins se croisent régulièrement maintenant, non plus en tant que famille, mais en tant que personnes unies par un but plus grand que leurs différences individuelles. L'orphelinat fleurit sous des soins aimants, et chaque enfant qui grandit ici emporte non seulement des connaissances techniques, mais aussi des valeurs de travail, de communauté et de respect de la terre. Je dors chaque nuit en sachant que j'ai transformé un héritage matériel en un héritage éternel d'espoir et d'opportunité. L'arrivée du printemps marque le 2e anniversaire de ma décision. Et aujourd'hui, je me réveille avec un sentiment d'accomplissement que je n'avais pas connu depuis des décennies. Le jardin autour de ma petite maison explose de couleurs vibrantes, avec les rosiers qu'Henri a plantés il y a 20 ans, trouvant enfin l'espace parfait pour fleurir sans contrainte. Par la fenêtre de la cuisine, j'observe un groupe d'enfants de l'orphelinat courir parmi les rangées de jeunes vignes, leurs voix se mêlant harmonieusement au chant des oiseaux qui nichent dans les arbres centenaires. Marie-Claire frappe à ma porte, comme elle le fait chaque matin, apportant du café frais et des nouvelles sur les progrès de la propriété. Elle me raconte que 3 de nos adolescents ont été acceptés dans des universités prestigieuses avec des bourses d'études complètes, leurs compétences en viticulture leur ouvrant les portes d'avenir brillants. Le soleil réchauffe mon visage, tandis que nous marchons ensemble sur les chemins de pierre, qu'Henri et moi avons construits de nos propres mains. Chaque pas me rappelle que la vraie valeur d'une vie ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous réussissons à multiplier à travers nos choix. Philippe apparaît sur le sentier portant un panier rempli d'outils de jardin, accompagné de 2 jeunes que je reconnais comme les nouveaux résidents de l'orphelinat. Leurs visages bronzés par le soleil reflètent la même satisfaction que je vois chez mon fils, tous unis par le travail honnête qui renforce non seulement le corps, mais aussi l'âme. « Maman, nous devons agrandir la serre », annonce-t-il avec enthousiasme, ses yeux brillants d'une passion que je n'avais pas vue depuis longtemps. Les plans qu'il esquisse dans l'air avec des gestes animés incluent non seulement plus d'espace pour la culture, mais aussi des salles de classe où les enfants pourront apprendre l'agriculture durable et la préservation de l'environnement. J'observe mon fils transformé, non plus l'homme anxieux et divisé qui souffrait entre des attentes contradictoires, mais quelqu'un qui a trouvé son véritable but en servant une cause plus grande que lui-même. Henri disait que la terre enseigne la patience à ceux qui sont pressés et donne un sens à ceux qui se sentent perdus. Aujourd'hui, je vois cette sagesse ancestrale se manifester à travers la nouvelle génération qui fleurit autour de nous. Un après-midi d'avril, Élodie apparaît à mon portail, portant un plateau couvert d'un tissu brodé que je reconnais immédiatement comme venant de mon ancienne maison. Elle a préparé un pique-nique complet, incluant des fromages locaux, du pain fait maison encore tiède et une bouteille du vin que les enfants ont produit lors de la dernière récolte. Ses mouvements sont maintenant sans prétention, dépouillés de l'affectation qui caractérisait chacun de ses gestes lorsqu'elle vivait parmi nous, en tant que ma belle-fille. Nous nous asseyons à l'ombre d'un olivier centenaire, partageant des histoires et des rires qui coulent naturellement pour la première fois
dans notre coexistence troublée. Je n'avais jamais compris avant, admet-elle en observant les enfants jouer dans les champs, que la vraie richesse ne peut être héritée, seulement cultivée. Ces mots portent une maturité née de la douleur et de la connaissance de soi, des fruits amers qui se sont finalement transformés en sagesse. Je réalise que nous avons tous dû traverser ce voyage de perte et de redécouverte pour trouver nos véritables moi. La réconciliation qui fleurit entre nous n'efface pas le passé, mais le transforme en fondation pour un avenir plus authentique. L'été apporte la nouvelle que notre petite école de viticulture a été officiellement reconnue par le ministère de l'Agriculture français, devenant un centre de référence en agriculture durable pour toute la région. Philippe coordonne un programme d'échange qui a déjà attiré des jeunes de toute l'Europe, transformant notre propriété en un véritable laboratoire d'innovation rurale. J'observe avec fierté tandis qu'il dirige des visites guidées pour des délégations internationales, expliquant comment les techniques traditionnelles peuvent être combinées avec les technologies modernes pour créer des solutions durables. Les enfants de l'orphelinat sont devenus des ambassadeurs naturels du projet, partageant leurs expériences avec des visiteurs qui arrivent de sceptiques et repartent inspirés. Marie-Claire a développé un programme d'adoption qui permet aux familles du monde entier de parrainer des parcelles spécifiques de la propriété, créant un réseau mondial de soutien qui assure la viabilité financière du projet. Le son constant d'activités constructives résonne à travers les champs. Mais c'est une musique douce qui célèbre la croissance et le renouveau. Henri aurait été émerveillé de voir comment notre décision, apparemment simple, a généré des vagues de changements positifs qui se sont propagés bien au-delà des frontières physiques de notre propriété. Quand l'automne revient, avec sa chorégraphie familière de couleurs dorées et d'air cristallin, j'organise un dîner spécial pour célébrer toutes les étapes franchies au cours des 2 dernières années. La longue table de l'ancienne maison principale, qu'Élodie avait autrefois jugée dépassée, accueille maintenant 40 personnes, y compris des enfants, des éducateurs, du personnel et des voisins, qui sont devenus une partie de notre famille élargie. Philippe porte un toast ému, rappelant son père, et me remerciant de mon courage d'avoir pris la décision la plus difficile et la plus juste de nos vies. Élodie se lève pour parler, sa voix claire et ferme, tandis qu'elle raconte comment cette expérience lui a appris que certains trésors ne peuvent être véritablement possédés que lorsqu'ils sont librement partagés. Les enfants présentent une pièce de théâtre qu'ils ont créée sur l'histoire de la propriété, dépeignant non seulement les faits, mais aussi les émotions et les transformations que nous avons tous vécues ensemble. Des larmes de joie coulent sur mon visage, tandis que j'observe des visages rayonnants, éclairés par la lumière dorée des bougies. Cette table, qui fut autrefois le théâtre de tensions et d'ambitions, pulse maintenant d'amour véritable et de buts partagés. La boucle est bouclée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer lorsque j'ai pris cette décision solitaire dans la froideur de la cave. Durant les derniers jours de décembre, alors que le premier hiver de la 3e année s'installe doucement sur notre terre, je suis assise dans mon fauteuil préféré, près de la cheminée, contemplant l'album de photographies qui documente notre extraordinaire voyage. Les images racontent une histoire de transformation qui transcende les changements superficiels, révélant la métamorphose profonde qui se produit lorsque les gens trouvent leur véritable objectif. Une photo particulièrement touchante montre Philippe et Élodie travaillant côte à côte lors des dernières vendanges, non pas comme d'anciens conjoints amers, mais comme des compagnons unis par un idéal commun. Une autre capture un moment spontané où les enfants m'entourent dans le jardin, leurs sourires authentiques illuminant un après-midi doré de septembre. Marie-Claire apparaît sur plusieurs images, coordonnant des activités avec la même dévotion maternelle qu'Henri démontrait en prenant soin de ses vignes. Chaque photographie représente un choix conscient de privilégier les relations authentiques sur les possessions matérielles. Je ferme l'album et observe par la fenêtre les lumières qui brillent aux fenêtres de l'orphelinat, sachant que chacune représente des rêves cultivés et des futurs construits. Henri,
où qu'il soit, sourit certainement en voyant comment notre Terre continue de nourrir la vie bien au-delà de tout ce que nous avions jamais imaginé possible pendant nos années ensemble.